Bonjour, on va reprendre pour la dernière ligne droite du festival Échelle 1 et la table ronde sur la collaboration entre photographes et architectes. Je vous laisse vous installer pour ceux qui veulent s'asseoir. C'est bon. Une photo vaut 1000. La collaboration entre architectes et photographes peut-elle aller au-delà de la simple production d'images ? Aujourd'hui, plus que jamais consciente et soucieuse de la visibilité et des opportunités que leur offrent les réseaux sociaux pour se faire connaître et accéder à la commande, les jeunes agences prennent très au sérieux la tâche de se distinguer par leur identité et leur univers imagé. Et c'est dans ce contexte que cette table ronde cet après-midi, qui est à l'initiative de l'agence d'architecture Tonal, que je présenterai juste après, prend tout son sens. On va d'abord examiner le rôle de l'image photographique dans la définition d'un positionnement ou d'une stratégie de développement pour une jeune agence. On parlera aussi de l'impact que le travail d'un ou une photographe peut avoir sur le projet d'architecture. Et on abordera enfin les différents aspects d'une collaboration architecte-photographe, comme le processus de travail, les enjeux de communication ou le cadre juridique de la commande. Donc avant de laisser nos invités architectes et photographes converser, je vais les introduire de manière très succincte. Donc rebonjour, Tonal, Jeanne Meuriot et Antoine Lachaud, vous êtes architectes, vous avez cofondé l'agence Tonal en 2023 après avoir collaboré dans la même agence. Avec Tonal, vous travaillez principalement, voire exclusivement, si j'ai bien compris, en rénovation, en portant une attention particulière aux spécificités locales des territoires, qu'elles soient architecturales, urbaines, environnementales ou paysagères. Vous intervenez sur plusieurs types de projets, de l'appartement parisien à la rénovation de domaines viticoles en Bourgogne, mais aussi dans l'hôtellerie ou dans le domaine de la petite enfance, donc à plusieurs échelles et à destination de plusieurs types d'usagers. À côté de vous, nous sommes avec Élise Helm, qui est photographe et architecte. Élise, toi, tu es donc architecte diplômée de l'ENSA Versailles et photographe. Tu travailles à Bruxelles et tu exerces le métier d'architecte et de photographe en même temps. En tant que photographe, tu réponds à des commandes d'architectes et tu poursuis aussi pas mal de projets personnels, d'investigation personnelle sur notamment la question des espaces en transition et leur caractère ordinaire. Camille Garbi, tu es photographe et artiste visuel. La pratique de Camille porte plutôt sur des problématiques sociales contemporaines comme les violences de genre ou le vivre ensemble. Tu es architecte de formation, diplômé de l'ENSA Val-de-Seine et tu t'intéresses aux structures invisibles qui façonnent nos sociétés. En parallèle de sa démarche personnelle, Camille est photographe de presse et d'architecture. Elle est lauréate de plusieurs grands prix photo, comme par exemple le Visa d'or de l'information numérique qu'elle a reçu avec le journal Le Monde en 2020. Et son travail est régulièrement exposé. Je crois que ta prochaine exposition démarre au mois de juin à la Maison des photographes dans le 10e arrondissement. Voilà, rendez-vous là-bas. Et enfin, Jaime Meloni. Jaime, tu es photographe, artiste, docteur en architecture et enseignant à l'ENSA Paris-Est. Ton travail s'attache plutôt à explorer du point de vue pratique et théorique le rôle de la photographie comme instrument sensible pour raconter la complexité de l'espace. Et tes recherches sont très régulièrement publiées et tu exposes aussi ton travail très souvent au sein d'expositions collectives ou individuelles, comme je citerai le Pavillon de l'Arsenal ou le Bal. Et à l'ENSA Paris-Est, tu es maître de conférence et tu enseignes la représentation et la culture visuelle. Et j'ajouterais que l'année prochaine, en 2025, Jaime sera le commissaire de notre Winter School sur la thématique Horizon. Voilà. Donc, bienvenue à tous. Je vais vous donner la parole assez immédiatement parce que, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes à l'initiative de cette thématique que vous avez souhaité mettre au débat aujourd'hui. Donc, je vous laisse nous dire 2 mots sur la collaboration.
Merci. Alors en effet, donc on est une toute jeune agence et notre association avec Jeanne a été concomitante avec notre intégration de l'incubateur donc Échelle 1, qui nous a permis de nous poser beaucoup de questions qui étaient fondatrices de notre association. Et il y a notamment le sujet de la représentation. Et on a décidé on a contacté Élise parce qu'on avait vu son regard, ses photos, et on la connaissait parce qu'on s'était rencontrés dans l'agence où on travaillait ensemble. Et on a envie de travailler avec Élise et de développer le sujet de la photo, qui est un médium qui nous intéressait. Et voilà, donc c'était dans le cadre de la création de notre agence où la photographie s'est un petit peu imposée à nous comme médium pour montrer ce qu'on avait pu faire, ce qu'on allait faire. Puisqu'il y avait le sujet des projets terminés et des projets en cours ou qui commençaient. Et voilà. Jeanne, tu veux ajouter quelque chose peut-être ou j'invite Élise, puisque vous avez une collaboration assez atypique finalement. Oui. Oui, donc notre collaboration, elle a commencé un peu en parallèle de nos débuts de pratique à chacun et à chacune, parce que, comme tu l'as dit, j'ai eu ma pratique dans un bureau d'architecture et en parallèle la pratique de la photo, et ça nous a permis de construire quelque chose ensemble qui fait qu'on avançait en parallèle et d'explorer des choses sur nos pratiques, de construire un récit. Jaime, Camille, que vous inspire la thématique proposée aujourd'hui? Je vais peut-être commencer à donner une réponse qui est personnelle, qui est subjective, mais qui est au même qu'on peut peut-être aussi partager. La question, c'est que parler des relations entre photographie et architecture est toujours quelque chose qui amène une certaine complexité. D'abord, j'aimerais quand même parler du fait que la photographie est une discipline comme l'architecture. Et donc c'est plutôt la rencontre entre deux disciplines qui n'est jamais hiérarchique, et dans les sens où il faut trouver toujours une forme des relations. Et pour simplifier un peu cette forme des relations, j'ai essayé de lister 3 phases dans lesquelles aussi dans la production du projet on peut retrouver cette sorte de relation aux images. La première, c'est quand même la phase des connaissances. La connaissance du réel, c'est quelque chose qui est toujours très important, et c'est par cette biais-là on arrive quand même à utiliser l'image, à l'exploiter comme source un peu d'inspiration. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est la phase des conceptions. C'est la phase dans laquelle les images nourrissent un peu notre imaginaire, et c'est quelque chose d'assez important. C'est pas anodin qu'Élise, Camille et moi, on vient tous les 3 d'une formation d'architecte, et on a bifurqué plutôt sur une profession par les biais de la construction d'images. C'est parce que cette fait que dans nos études, on a été confronté aussi à une production d'images, aussi à regarder beaucoup d'images comme source de référence, nous a un peu amené à avoir une certaine sensibilité. Donc cette phase des conceptions, elle n'est pas parfois elle peut être cachée, elle peut être aussi quelque chose d'assez on l'a pas elle est un peu subtile comme phase dans laquelle on peut retrouver une production d'images, mais c'est quand même important. Et ensuite, la phase finale, qui est la phase des communications, dans laquelle une identité aussi d'une agence d'architecture est révélée. Là, c'est vraiment les moments où ça apparaît comme quelque chose d'assez important. Donc, pour moi, c'est un peu ces 3 phases-là qui renvoient un peu à cette présence de la photographie comme forme des relations, comme possibilité des relations à la production d'un projet architectural. Et voilà, je les verrai plutôt dans ces sens-là. Et bonjour à tous. Moi, j'étais interpellée et ravie de pouvoir parler justement de la notion de collaboration, parce que c'est une notion. Il y a la collaboration avec l'architecte, mais par rapport à la photographie, il y a beaucoup cette image encore du photographe qui travaille seul, qui va quelque part prendre une photo avec cette espèce d'image de chasseur, espèce de cliché de chasseur d'images qui arrive, qui prend un sein décisif, qui repart.
Et c'est une vision très verticale en fait du rapport du photographe au monde. Et dans les faits, en fait, une image, on est en perpétuelle négociation avec le réel. En fait, on n'arrive pas à prendre une photo et s'en aller. On arrive sur soit en reportage divers et variés ou en photo d'architecture. On arrive et il y a tout un travail de préparation, il y a tout un travail avec les gens qui sont sur place, avec les gens avec lesquels on travaille. Et plus spécifiquement, pour la photo d'architecture, c'est vrai que c'est des photographies qui se préparent et qui sont à chaque fois qui se font vraiment en étroite collaboration justement avec les archis, parce que ces deux visions, comme vient de le dire Jamie, c'est vraiment deux visions qui se rencontrent, le regard du photographe ou de la photographe, et surtout qui se met au service de l'œuvre architecturale. Donc c'est vraiment des échanges de préparation, des repérages, tout un processus qui fait qu'on aboutit vraiment à un processus collaboratif. Et c'est pas la première chose qu'on imagine quand on pense à la photo. On pense toujours à cette photographe qui arrive et qui prend sa photo avec son idéal, son regard génial là, et qui repart. Dans les faits, c'est pas ça. C'est beaucoup de travail ensemble. Jaime, est-ce que tu pourrais juste nous aider un peu à resituer dans un contexte historique les relations et le rôle entre architecte et photographe? Oui, bon, voilà, c'était un peu, c'est que pour moi reste important parce que on n'invente pas quelque chose. Cette relation entre architecture et photographie existe depuis les débuts, et c'est quelque chose qui est assez important aussi de pouvoir citer. Notamment pour moi, il y a, disons, peut-être 3 périodes un peu emblématiques dans l'histoire de la photographie, et depuis sa naissance, ou sa découverte, comme on veut l'appeler. La première, c'est bien sûr la mission héliographique, parce que c'est un peu les premiers moments dans lesquels des pionniers de la photographie qui ont encore des outils et une façon de travailler qui est encore liée à la peinture, se confronte aussi à cette idée de comment on peut représenter l'architecture. Et c'est là où surtout Baldus, qui est quelqu'un qui s'obstine aussi à dire, bon, moi je vais faire des photos un peu comme on fait des élévations, comme les architectes font des élévations en dessin. Et du coup, c'est cette possibilité d'aller chercher une forme de frontalité du point de vue qui encore aujourd'hui est quelque chose qu'on retrouve dans les images qu'on produit. C'est resté, c'est ancré aussi dans une forme de production photographique. Donc la mission héliographique reste un peu comme les moments charnières dans lesquels on passe de la peinture un peu, ou de cette possibilité d'utiliser les dessins comme forme d'expression sur l'architecture, à l'utilisation de la photographie. Il y a aussi cette pouvoir d'être un peu plus exact dans la restitution, même si c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de poser toujours des questions. Hein. C'est cette exactitude de la photographie. Mais bon, j'ai pas assez de temps pour pouvoir en parler aujourd'hui. Deuxième moment, c'est plutôt lié aussi à ma formation, à mes origines. Bon, vous avez remarqué par mon accent, je suis italien, et un des personnes qui a un peu marqué aussi ma formation, c'est Luigi Ghirri, un photographe qui a été redécouvert récemment aussi surtout par un autre photographe qui s'appelle Thomas Demand, qui avait fait une expo il y a 6 ans au musée d'art de Monaco. Et Luigi Ghirri, c'est quelqu'un qui s'est intéressé beaucoup à cette question de comment on peut faire évoluer l'imaginaire architectural sans forcément être dans une connotation trop esthétiquement trop lisse, disons. Voilà, si je dois simplifier un peu les discours. Et la chose qui est intéressante, c'est qu'il a essayé de mélanger une forme de travail plutôt sur les quotidiens, dans lesquels la sublimation de l'architecture passe par la narration aussi de son contexte. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et c'est quelque chose qu'on pourrait aussi prendre comme un autre moment charnière aussi. Luigi Ghirri fait partie aussi d'une époque en général dans laquelle il y a aussi toute une école des photographes en Europe et aux États-Unis qui travaillent beaucoup sur cette idée justement de travailler sur les quotidiens, sur l'ordinaire d'une certaine façon. Notamment aussi l'exposition de New Topographics qui a vu les jours à Rochester en 1974.
Et dernier point dans cette évolution un peu. Moi, je suis pas un historien et dans 3 minutes, j'ai pas non plus l'ambition de vous refaire une histoire de la photographie parce que c'est pas mon rôle. Mais c'est juste citer 3 moments. Hein, la naissance de la photo, un moment un peu les années 70 dans lesquels il y a une première mise en discussion aussi des codes des beautés qui ont été mis en place par les pionniers comme Baldus. Et ensuite, un moment dans lequel il y a une forme d'hybridation expérimentale mise en place par une agence comme Herzog de Meuron avec la relation avec les photographes Thomas Kroof, qui est très intéressant, dans le sens où, effectivement, quand on regarde un peu rétrospectivement ce que Thomas Kroof a pu faire avec Herzog et de Meuron dans les années 90, c'est quelque chose d'assez intéressant pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il y a une forme des relations dans lesquelles architectes et artistes se retrouvent pour produire quelque chose, et on la voit en tout cas concrétisée dans la production de cette. Je perds mes notes, mais c'est pas grave, je me souviens. Qu'on voit sublimer au moment de la création de cette librairie en Allemagne, dans lesquelles la surface du bâtiment devient aussi image, et dans lesquelles du coup il y a cette relation entre formalisation du projet au sens où l'image devient force des créations. Et c'est à ces moments-là où je trouve qu'on peut voir d'une façon aussi critique. Je ne suis pas non plus critique d'architecture, donc je prends un peu. Mais pour moi, c'est l'une des aspects dans lesquels on peut retrouver cette relation concrétisée entre architecte et photographe sur la production d'un projet. Et voilà, c'est un bon point de chute qui est un peu derrière nous, donc ça permet aussi de les voir un peu rétrospectivement, sans forcément être trop dans l'immédiateté de ce qu'on vit au quotidien. Merci. Oui, et ce qui est intéressant aussi, quand on a préparé la table ronde, tu avais parlé de Lucien Hervé, et de ce point de vue-là, d'avoir des collaborations entre des architectes et des photographes qui se prennent une forme de photo qui est moins atypique, parce que les points de vue de Lucien Hervé sont très en contre-plongée, il n'y a pas beaucoup de redressement de perspective, c'est du noir et blanc. Et aussi de faire des allers-retours et d'aller puiser dans cette histoire de l'architecture et même dans d'autres champs pour avoir des photos qui changent un petit peu, si on peut dire, et d'apporter une autre forme de sensibilité, un autre regard et une perception d'un espace qui peut-être plus qui se rapporte plus à l'humain et qui a moins ce côté plus retravaillé, plus géométrique. Enfin, c'est une autre approche, mais c'est quelque chose d'intéressant aussi à voir. Merci. Si on recentre le débat sur les questions d'aujourd'hui et le contexte du festival et donc des jeunes agences, peut-être Jeanne, j'aimerais bien que tu nous parles un peu des rôles et des usages de la photographie aujourd'hui pour une agence d'architecture émergente. C'est vrai que quand on commence à se lancer, on n'a pas forcément l'occasion ou même les références de projets finis pour les publier ou pour les publier. Mais nous, dès qu'on a eu un premier appartement réalisé, on a très vite senti qu'on avait besoin de pouvoir le communiquer, enfin de montrer, le communiquer de manière la plus mise en avec la meilleure son meilleur regard, avec une photo qui serait qui pourrait mettre en valeur le projet, et c'est plus avec on va dire qu'on a tout de suite eu l'impression que de réaliser le plus de photos possible pour alimenter un Instagram et un site internet qui serait vu que par des gens qui nous connaissent avant de pouvoir le... Je me perds un peu dans mes mots, mais... Et il y a aussi le regard d'Élise qui était mis sur nos projets. Nous, les projets, on les connaît, et les prendre en photo de nous, c'était avoir le même regard du concepteur et d'une personne qui pouvait ensuite les représenter.
Et c'est vrai que quand on reçoit les photos d'Élise, on est toujours un peu étonné et surpris agréablement de voir des angles de vue qu'on n'avait pas forcément vus, et c'est hyper agréable et ça met en valeur les projets. Et du coup, oui, on a des photos de projets finis, et aussi dès le début, on a travaillé avec Élise pour qu'elle fasse un reportage d'un projet qui démarrait, et on sentait qu'on avait besoin de cette production d'images comme matière pour à nous alimenter notre conception et aussi notre discours, de dire voilà, on va travailler sur ce sujet, on a des choses à raconter, il y a plein de sujets, et c'était déjà une première base pour pouvoir en parler, alors que les temps du projet sont longs, les temps de conception, de réalisation sont longs. Donc là, pendant ces temps-là, on peut quand même parler de ce projet-là alors qu'il n'existe pas encore, il est en cours, mais c'est un vrai outil pour nous de pouvoir en parler. Un outil pour vous faire connaître le plus largement possible, comme tu disais, Jeanne. Et ok. Est-ce que Élise, tu veux compléter ? Oui, aussi de ce que j'ai compris de votre pratique, c'est que c'est aussi un outil que vous avez choisi pour communiquer, et que c'est un choix aussi que vous avez fait de pas forcément passer par des dessins ou des vues 3D, donc de plus se focaliser sur la photographie. Et c'est vrai, oui. Et notre collaboration, elle marche bien de ce niveau-là, parce que étant donné qu'on a travaillé ensemble déjà dans un cadre plus d'architecte, on a une manière de communiquer sur le projet où, en fait, en général, il m'explique brièvement l'intérêt du projet, enfin ce qu'ils y voient, et après moi j'interprète, et souvent, enfin, il peut arriver qu'il y ait des surprises des deux côtés, que en fait on se rend compte qu'on a chacun vu des choses sans se les dire, ou que moi j'ai vu des choses qu'ils n'avaient pas forcément anticipées. Oui, voilà. Merci. Bien sûr. Moi, je voulais rebondir sur ce que vous disiez, parce que c'est vrai que c'est sur la collaboration entre l'archi et le photographe, et le fait d'avoir un regard extérieur comme ça, c'est quelque chose effectivement, l'architecture, c'est un métier qui est difficile, qui est très stressant, qui est assez ingrat, voire très ingrat, et qui s'étend sur les temps assez longs. Et très souvent, les architectes, à la fin d'un projet qu'ils ont porté pendant 5 ans, ils ont souvent, alors ils sont heureux de livrer les choses, mais ils sont souvent assez amers, potentiellement, si les choses se sont mal passées. Enfin, il peut y avoir, voilà, des choses qui sont difficiles, parce que et le fait d'avoir quelqu'un d'extérieur qui vient d'un coup, en fait, voir des choses que eux peut-être ne voient plus, ou alors ne veulent pas, ou ne voient pas de la même manière, parce que ils connaissent tout l'historique et ils savent qu'ils n'ont pas réussi exactement à faire ce qu'ils voulaient, et qu'il y a toute cette durée qui est hyper lourde dans l'architecture, de porter quelque chose, traîner quelque chose, porter un projet pendant. Il y a vraiment, je pense, un enrichissement effectivement de quelqu'un qui arrive avec un regard neuf et qui peut montrer, finalement, remettre en lumière des choses que l'archi ne voit plus trop ou n'a pas bien vu, parce que noyé dans. Et c'est quelque chose qui est assez. Qui est assez. Moi, je trouve, en tant que photographe, en fait, d'avoir ce rôle-là, des fois, d'arriver avec des images et de voir l'archi qui dit ah ouais, putain, j'avais pas vu ça, c'est super. Ouais, c'est vrai que ça rend pas si mal, en fait. Voilà, des fois, on amène un peu d'air dans la relation de l'archi avec son bâtiment, et c'est assez. En tant que photographe, c'est assez agréable de voir des fois, on permet d'adoucir un peu des choses qui sont qui ont été lourdes à porter. Et voilà, et c'est agréable pour nous aussi, du coup, parce qu'il y a des moments où les photos, du coup, ça nous met un peu de distance aussi par rapport au projet quand ils sont terminés, et c'est agréable d'avoir ça. Parce que c'est vrai que c'est un moment un peu, c'est comme une forme d'accouchement aussi, des fois, la fin d'un projet, et on arrive en tant que photographe et on aide un peu à ce qu'il y ait à la fin un objet qui retranscrit aussi la réalité des choses et qui se focalise sur ce qu'on a envie de retenir. Est-ce qu'il vous arrive de vous sentir un peu assujetti au code de la communication ? Question ouverte aux photographes ou aux concepteurs. Moi, je pense que c'est toute l'ambiguïté de ces discours. C'est la question qu'on parle d'une relation qui est toujours un peu. Je voulais parler tout à l'heure du fait que entre une discipline comme la photographie et l'architecture, il n'y avait pas de hiérarchie, ou on ne voulait pas construire des hiérarchies. Mais au final, il y a forcément une forme d'ambiguïté dans cette relation.
Et cette ambiguïté, elle est portée par la question qu'on se retrouve face à une commande. Et voilà, moi j'avais préparé, parce que je suis quelqu'un assez organisé et quelqu'un qui prend des notes, et surtout je voulais avoir un ton un peu solennel lors de cette participation à la table ronde. J'avais trouvé une petite citation que je voulais reprendre sur une question liée à la commande. Pardon, j'éloigne de temps en temps mon micro, mais je l'ai fait exprès parce que j'ai pas tout le temps des choses intéressantes à dire. Mais la citation que j'avais retrouvée, il vient de François Soulages. C'est un philosophe, quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à l'esthétique de la photographie, et il avait dit « La commande est une demande avec toute l'ambiguïté qui l'accompagne. Certes, une demande particulière, car il s'agit d'un commandement. Donc une commande, c'est ouvertement une demande et un commandement. » Et c'est, à mon avis, ça, quand tu parles, Marion, de cette question de est-ce qu'on se retrouve assujetti d'une certaine façon à une logique aussi des communications. Effectivement, pour moi, la commande, en tout cas la relation qu'on peut avoir aussi avec des personnes qui nous demandent de faire des photos, hein, moi je me place en tant que photographe, la question c'est que même si on a envie de donner notre point de vue, même si on a envie de poser notre regard et d'avoir une forme de liberté d'expression, au final, on est confronté aussi à l'exigence de la commande, qui est celle de pouvoir utiliser ces images comme forme de communication, mais aussi comme forme d'archivage d'un travail qui a été fait. Donc, il y a forcément un aspect de documentation qui n'est pas, qu'on ne peut pas juste effacer derrière nous. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, pour moi, toute cette relation entre nous, photographes, et les architectes, alors aujourd'hui, on est en majorité, mais bon, voilà, c'est pas... On a quand même encore un peu... disons, une formation derrière nous qui nous rapproche. Mais la chose, c'est qu'on se retrouve toujours dans cette sorte de dialogue, parfois même un peu des conflits, parce qu'on a même si à la fin il y a des belles surprises, mais la chose qui est intéressante, c'est aussi parfois on a envie un peu de dire mais non, mais moi je vais les regarder plutôt, imposer un peu notre regard parfois, ou parfois c'est plié aussi à des exigences qui sont, et donc c'est là où on se retrouve un peu une forme de justesse entre ce qu'on a envie de communiquer entre nous, et ça passe par les images, et c'est ça la chose qui devient intéressante. Voilà, c'est si je peux résumé dans cette phase. Une réaction ? Sur les réseaux sociaux ? Oui, sur les enjeux, la communication. Les réseaux sociaux, on y participe. Après, on est tous noyés d'images. Il y a beaucoup de jeunes agences. Il y a beaucoup de projets qui sortent. Et c'est aussi inspirant. Nous, c'est des choses qu'on regarde, qui peuvent nous inspirer, que ce soit sur des aspects esthétiques pour la photo ou sur des aspects architecturaux. Après, est-ce que nous, ça nous a forgé, est-ce que ça influence notre production? Pas nécessairement. Après, ça peut arriver qu'en concevant des choses, on se dise nous, quand on pense au projet, on a aussi des axes et on a des perspectives qu'on travaille parce qu'on est dedans, et on se dit ça pourrait faire une belle photo, par exemple. Puis après, on se rend compte qu'en fait, Élise, elle fait des photos complètement différentes que celles qu'on avait imaginées, mais nous, on a forcément nos angles de vue pendant la conception. Mais du coup, les réseaux sociaux nous influencent pas tant que ça. Ouais, moi je pense que la question des codes que tu peux poser au début, c'est ça. Ta question là, c'était vraiment cette question des codes. Et c'est vrai qu'il y a des. Je pense qu'aucun de nous je pense pas qu'on prenne des photos en réfléchissant à des codes de représentation qui seraient imposés. Mais je pense qu'on a une culture visuelle commune. Les architectes sont des gens qui ont une culture visuelle très forte et qui conçoivent leurs projets avec des images à la base, que ce soit des images 2D, 3D, des plans, des élévations. Donc il y a une façon de regarder le projet qui est assez marquée. Et en photo d'archi, c'est vrai qu'on est assez nombreux en fait à avoir un background quand même d'architecture et d'architecte, et donc à avoir acquis aussi cette manière de regarder un bâtiment. C'est vrai qu'un bâtiment, on ne regarde pas en contre-plongée, souvent il y a quand même des codes visuels qu'on partage en fait, et je pense que c'est aussi pour ça que cette question de la représentation, que finalement il y a une culture de l'image d'archi
qui est visible, je pense, quand on regarde des feeds de photos d'archives. Enfin, c'est vrai qu'il y a plein d'images qui... C'est pas forcément évident, je pense, de distinguer quel photographe a fait quoi. Et je pense que tout ça, ça provient vraiment d'une culture commune qu'on a, de façon manière d'appréhender l'espace, de le regarder. Et voilà, c'est ça que ça m'évoquait, la question des codes que tu posais. Et je ne sais pas si ça, en effet, si ça a les réseaux sociaux ont une grande influence sur la manière de prendre les photos, mais peut-être qu'il y a plus une influence sur les photos qu'on choisit après pour la communication, et que les formes de tendance de photos qui marchent bien et qui sont peut-être plus repartagées ou plus likées, peut-être qu'en voyant que sur certains comptes, ce genre de photos-là marche bien, peut-être que ça peut inciter à poster plus ce genre de photos-là, mais en effet, j'ai pas l'impression que ça influe plus sur la prise même de la photo. Moi, je pense que les réseaux sociaux sont quand même quelque chose qui permet de montrer les images. Et les images sont faites aussi pour être montrées. Ça, c'est la nature de l'image en tant que telle. On fait pas des images pour les garder. Bon, on peut les garder dans un tiroir, mais au final, l'envie et l'intention, c'est toujours de vouloir les montrer. Et c'est un des dispositifs qui nous permet de les montrer. Mais il a ses codes. Donc, à mon avis, il faut juste l'assumer. Et il a ses codes et ses façons de montrer qui sont un peu différentes par rapport à d'autres supports. Il faut juste en être conscient. Et au final, effectivement, ça a un impact aussi sur comme le disait Élise, sur la sélection des images qu'on peut faire, sur aussi certains types d'images qu'on peut utiliser dans les réseaux sociaux. Donc au final, oui, je pense qu'il y a une forme implicite ou inconsciente. Il y a une forme aussi de stéréotypisation de l'image qui est due à l'utilisation des réseaux sociaux. Et je pense qu'on peut les voir aussi dans l'évolution de certaines formes et des codes esthétiques qu'on met en place. Il y a forcément tout ça, parce qu'une image avec un détail marche beaucoup mieux sur notre flux Instagram plutôt qu'une image dans laquelle on voit un beau panorama, dans laquelle il y a aussi une certaine profondeur, une certaine qualité des détails, mais qu'on n'arrive pas à voir sur l'écran de notre portable. Donc, à mon avis, moi je ne parlerai pas des réseaux sociaux. Pour moi, c'est plutôt les supports sur lesquels on regarde les images qui changent et qui est un peu différent. Et du coup, forcément, change aussi un peu l'image que nous on produit pour être vue sur ces supports. Voilà. Et aussi, en lien avec ce support, il y a le temps qu'on passe sur l'image. Et en fait, on se retrouve à être exposé à des images qui nous expliquent pas vraiment le projet, parce c'est aussi le lien avec les réseaux sociaux et le attention span qui est de plus en plus faible, et qu'en fait, on est inondé d'images et qu'il faut que l'image soit le plus instantanée possible dans ce qu'elle véhicule. Et c'est pas forcément, elle véhiculera pas forcément une image du projet, mais plus une image de ce qu'on a envie de voir sur les réseaux sociaux, par exemple. Est-ce que tu questionnes le point de vue de Jeanne et d'Antoine avant d'entamer un reportage pour eux, pour l'agence Tonal? Questionner le point de vue. Le point de vue, est-ce que vous discutez des cadrages possibles du projet? Est-ce que vous en parlez avant ou est-ce que vous réunissez après? Comment se passe le choix et la sélection d'images entre vous trois? Déjà, il y a toujours un des deux qui est présent lors de la prise de vue, et on commence par ce qu'il me présente le projet, et après on le parcourt ensemble. Et après, je commence à faire les photos, et au fur et à mesure, on discute, et ça se fait de manière naturelle en parcourant le projet. Et là, aucun des deux parties n'est fermé aux propositions. C'est justement le but de la collaboration, d'avoir des échanges d'idées et que ça s'enrichisse mutuellement. Oui, on cherche justement pas à demander à Élise un certain type de photo, et c'est plutôt son regard qu'on recherche, et que ce soit... Évidemment, parce que sinon on pourrait travailler avec n'importe quel photographe et lui demander des choses précises, et là c'est pas le cas. On s'attend à avoir son regard à elle, en tout cas.
Alors justement, je pense qu'on revient sur le cadre de la commande. Camille, je me tourne un peu vers toi. Je sais que tu es membre d'une association qui s'appelle Photographes et Architecture. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu des missions de cette association et peut-être plus particulièrement du cadre un peu qui a trait à la propriété intellectuelle et aux droits d'auteur? Tout à fait, je peux en parler un petit peu. Donc oui, c'est vrai qu'il y a 6 ans maintenant, en 2019, Jamie est membre également, d'ailleurs, je précise, il n'y a pas que... tu pourras me backuper. Mais on a créé cette association donc, il y a en 2019 avec d'autres photographes d'architecture. Et l'idée, c'était vraiment déjà de s'inscrire dans une démarche de partage entre photographes et d'échange et de partage et de discussion autour des bonnes pratiques, autour des contraintes du métier, et pour pallier au fait qu'on est effectivement très seul au quotidien. C'est un métier extrêmement solitaire, la photo. Il arrive qu'on soit dans des bureaux qu'on partage avec d'autres photographes, mais c'est pas non plus la norme. Et même dans ces cas-là, au final, chacun étant sur ses projets, ses trucs, ses déplacements, etc., on passe beaucoup de temps seul et à être multitâche, c'est-à-dire il y a la partie prise de vue qui est fait peut-être 15%, je dirais, de ce qu'on fait. La partie prise de vue, la partie post-production, et après il y a toutes les casquettes qu'on peut avoir qui sont de développement, de communication, d'administratif, répondre à les appels à candidature, faire du réseau, bref, il y a plein de choses qu'on fait et voilà, qu'on gère tout seul. Et on se retrouve souvent démunis, même avec de l'expérience. Donc voilà, on a eu ce besoin qui est né l'asso est né de ce besoin de se rassembler entre nous pour discuter et parler et coopérer, collaborer et aussi de faire de la pédagogie parce que on se rend compte et on sait qu'on est tous confrontés aux mêmes problématiques sur la question des droits d'auteur notamment. Donc l'idée de l'asso est de faire de la pédagogie auprès de nos interlocuteurs habituels, que ce soit la presse ou les institutions, les CAUE par exemple, les agences aussi. Expliquer en gros qu'est-ce que c'est le droit d'auteur, qu'est-ce que c'est que... Parce que nous travaillons, en tant que photographe, nous travaillons avec un statut d'auteur. Donc nous vendons des droits d'auteur d'utilisation sur nos images. Et finalement, il y a beaucoup de flou encore autour de tout ça. Autant sur la musique, tout le monde a bien compris que pour utiliser un son sur n'importe quel support, il faut demander des droits et les droits vont être définis dans le temps, dans l'espace aussi potentiellement et dans les usages. Parce que derrière, il y a des gros labels musicaux avec des gros services juridiques qui vous laisseront pas faire ce que vous voulez. Autant nous, on est des petits indépendants et les images circulent partout sur Internet tout le temps. On communique avec des images et paradoxalement, c'est dur de faire comprendre des fois que voilà, une image, c'est une création de l'esprit. Elle est la propriété de son auteur ou son autrice et elle est donc l'utilisation est délimitée dans le temps, dans les usages. Dans une certaine géographie, ça va dépendre. Donc voilà, on a créé cette association pour donner à comprendre en gros la façon dont on travaille, le statut qu'ont nos images, et pour essayer de mettre en place des pratiques qui soient vertueuses pour les photographes, mais aussi pour nos interlocuteurs, parce que c'est essayer de travailler dans le respect les uns des autres. Au final, c'est vertueux pour tout le monde. Par exemple, sur la question des droits presse, des photographies libres de droit pour la presse, de plus en plus, les magazines demandent aux archis de leur fournir des photos libres de droit pour la presse. Voilà, c'est une pratique. Ce sont des magazines qui sont payants. Normalement, c'est à eux de prendre en charge ce coût-là. Voilà, la presse étant ce qu'elle est, eux veulent des photos gratuites. Et ce qui se passe, c'est que du coup, en fait, à force de vouloir des photos gratuites, finalement, ils déportent sur les architectes le coût de la cession de droit. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'être rémunérés quand on a des publications, donc on demande à être payés. Les organes de presse mettent la pression aux archis pour avoir des photos gratuites en faisant miroiter de la visibilité, comme ils le font avec nous d'ailleurs aussi. Et au final, il s'ensuit un bras de fer où soit nous, on cède des photos libres de droit gracieusement parce qu'on est sympa et que machin, soit au final c'est l'archi qui paye le coût de la cession de droit pour la presse. Et du coup en fait voilà, il y a un inversement et un renversement des choses et on a tous à gagner en fait à essayer de faire respecter
la qualité de nos travaux et il n'y a pas de raison que ce soit, par exemple, les architectes qui payent les publications pour des magazines qui sont payants et très chers au demeurant. Et donc c'est vrai que voilà, tout ce travail, enfin, c'est tout ce genre de choses qu'on essaie de faire avec l'asso, sachant que c'est pas moi qui le fais, c'est d'autres personnes parce que je suis pas une membre très très active. Mais voilà, on essaye de faire de la pédagogie auprès de certains magazines. Il y a eu des négociations récemment avec la Fédération nationale des CAUE parce que c'est pareil, les CAUE font plein de choses pour l'architecture, mais ils veulent communiquer à moindre frais, donc ils veulent utiliser les images gratuitement, ils veulent que les archis leur filent les photos gratuitement. Il y a un moment où c'est un organisme, enfin ce sont des organismes publics qui sont financés par l'État, donc il y a un moment où l'État doit aussi payer la culture et donc voilà, chacun doit prendre ses responsabilités quoi. Et voilà, on mène des actions avec des prix d'architecture aussi. C'est pareil, la communication autour des prix. Il y a des clauses complètement abusives qui sont demandées aux photographes de céder les droits sur leurs photos pour des usages divers et variés qui dépassent largement les prix, qui seraient utilisés par d'autres tiers. Donc c'est toujours, voilà, c'est plein de choses comme ça qu'on essaye de réajuster pour faire valoir nos droits et au-delà de ça, je pense que c'est vraiment s'inscrire dans une démarche un peu vertueuse de chacun doit faire respecter son travail et les archis aussi ont des droits d'auteur à faire qui sont à faire valoir. Les archis sont auteurs de leurs bâtiments et finalement c'est un sujet qui est encore moins débattu, c'est-à-dire qu'il y a plein de publications où des fois le nom de l'archi est même pas mentionné. Enfin, pas dans les magazines spécialisés, mais dans la presse plus générale, des fois, voilà, il y a le maître d'ouvrage ou le promoteur, mais l'archi n'est même pas mentionné, alors que c'est la base quand même du droit d'auteur qui s'applique à vos œuvres. C'est ça, c'est qu'au moins le crédit soit mentionné. Donc on a tous intérêt à essayer de respecter, de faire respecter nos travaux et que les choses se passent dans une forme de cercle vertueux. Donc c'est ce qu'on essaye de faire. Antoine, Jeanne, vous voulez réagir alors sur le droit d'auteur ou plus largement sur les contraintes d'une commande ? Une commande de projet ? Dans le cadre de la photo, pas spécialement. Après, nous, nos droits d'auteur, c'est l'œuvre. Après, on travaille avec Élise et au fur et à mesure, on essaie de comprendre aussi comment respecter ses droits d'auteur en tant que photographe. Ce qui n'est pas forcément évident aussi parce que nous on a une jeune agence, parfois on cherche à avoir de la visibilité, on l'a encore peu fait mais pour des publications et en effet à chaque fois c'est un sujet de comment est-ce qu'on gère ça. Souvent c'est en effet à nous de payer des droits ou alors ils sont cédés gracieusement par le photographe, ce qui a été le cas et c'est un arrangement pour l'instant qu'on a entre nous mais c'est le début. Et question ouverte aux photographes, est-ce que vous sentez des attentes plus fortes de la part des jeunes commanditaires, c'est-à-dire des agences émergentes qui feraient appel à vous ? Est-ce qu'il y a... Oui, dans le cadre de travail d'une commande photographique avec vos clients respectifs, est-ce qu'il y a des attentes différentes qui sont ressenties par vous lorsqu'il s'agit d'une commande qui vient d'une très jeune agence ou d'une agence plus établie avec lesquelles vous avez déjà des relations de confiance et de travail régulières ? Moi, sauf cas exceptionnel, mais j'ai toujours travaillé avec des personnes plutôt de ma génération et donc c'est avec eux que j'ai évolué, un peu comme Donald et Élise sont en train de faire en ces moments, donc c'est pour ça que je me retrouve beaucoup dans ces genres aussi des questionnements sur l'avancement et du coup effectivement c'est plutôt dans ces genres des contextes où moi aussi j'ai évolué dans mon travail, donc effectivement moi je pense que la chose, parce que j'étais un peu dur tout à l'heure en disant bon voilà cette relation un peu ambiguë entre deux disciplines et tout, mais la chose qui est importante c'est que derrière tout ça il y a toujours une forme des dialogues qui est très humain aussi et au final on n'est pas deux entreprises qui se parlent par les biais des avocats, même si il y a cette question des droits d'auteur que Camille a bien précisé et sur lesquels il faut qu'on
qu'on soit aussi assez pédagogue. Mais la question, c'est plutôt de dire que c'est plutôt l'échange humain qui est toujours derrière. Et toute commande, dans mon cas, passe toujours par une forme des dialogues avec mes commanditaires. Donc, effectivement, au final, la chose qui est importante, c'est plutôt comprendre quelles sont les exigences, au final. Et je dirais, forcément, chaque commande est différente par rapport à une autre, parce que les sujets de la commande est différent. Ne serait-ce que par les temps. Donc, ça peut être une commande en été ou en hiver. Ça change totalement aussi la façon de répondre à cette forme des commandes. Et les sujets aussi permet de faire évoluer ces genres de commandes. Voilà. Donc, toute commande, à mon avis, est différente par rapport aux autres, mais la chose qui est très importante pour moi est plutôt ces dialogues qui est nécessaire. Je ne pourrais jamais répondre que juste à une demande faite comme ça, sans forcément préciser qu'est-ce qu'ils s'attendent de moi. Oui, moi je trouve qu'effectivement les jeunes agences, c'est pas le même rapport à l'image que les agences un peu plus, j'allais dire expérimentées, un peu plus anciennes, on va dire quoi. Et on sent que, en parlant selon la génération des archis avec lesquels on discute, qu'il y a une attention qui est plus soutenue à l'image chez les jeunes archis, c'est sûr. Moi j'ai déjà eu des discussions avec des archis qui m'ont fait bosser et qui me disaient je sais pas ce que je vais faire des photos. Parce que t'as des modèles où t'as des archis qui fonctionnent avec des cercles privés et qui n'ont pas besoin qui arrivent à fonctionner encore sans finalement trop communiquer. Alors qu'effectivement les agences plus jeunes se servent vraiment des réseaux sociaux et d'internet et de tous les médiums qu'on a, de tous les supports qu'on a de diffusion il y a une compréhension plus fine de l'enjeu des images, je trouve, chez les jeunes agences. Et parce qu'en même temps, c'est pas les mêmes niveaux, c'est pas les mêmes avancements de carrière, donc forcément, c'est pas quand on débute. Mais effectivement, il y a une vraie attention. Ouais. J'ai l'impression aussi que quand on travaille pour des jeunes agences, il y a plus de marge de proposition en tant que photographe, parce que là, dans le cadre d'une agence qui fait échelle 1 et qui est encadrée par plein de workshops qui aident justement à définir un peu la narration qu'on veut donner en tant qu'agence, ça aide justement de travailler ça en parallèle et de construire une image. Et alors que si on travaille plus pour des agences plus établies, qui ont déjà créé leur image de marque, on vient plus s'inscrire dans un cadre prédéfini et une forme de charte un peu peut-être inconsciente, mais les agences plus établies qui ont déjà cette manière de se représenter, elles vont avoir vouloir moins prendre de risques entre guillemets et de faire appel à des photographes qu'elles connaissent moins, et du coup ça sera peut-être, il y aura moins de propositions à apporter en termes de photos dans ce cadre-là. Ce que je voulais ajouter aussi, c'est que nous, on fait de manière assez systématique des reportages photos avec Élise, parce qu'on la connaît, on s'est rencontrés en agence. Et je pense pas qu'on aurait fait faire autant de reportages photos sur des projets aussi pas insignifiants, mais qui sont pas particulièrement notables. Et c'est une démarche assez systématique. Et on n'aurait jamais fait ça avec un photographe un peu plus établi, qui aurait déjà 10 années d'expérience. Nous, on s'est lancé, on a tout de suite fait appel à Élise, et on se lance un peu en même temps, nous en tant que jeune agence d'archi, et Élise en tant que jeune photographe d'architecture. Et je pense que ça se serait peut-être pas fait différemment. Ça s'est fait comme ça, de manière assez naturelle. Et évidemment, financièrement, ça aurait pas été possible autrement. Voilà. Et puis, nous aussi, tu disais que la jeune génération est très attentive aux photos, mais il y a aussi, je pense, avec justement les réseaux sociaux, cette volonté de montrer ce qu'on fait et de crédibiliser aussi notre approche. Et ces photos sont nécessaires parce qu'elles montrent aussi
qu'on peut faire des choses, et même sur des petits projets qui sont, comme tu le dis, pas forcément notables, avoir un regard d'une photographe ou d'un photographe, avoir de belles images, ça permet quand même vis-à-vis de potentiels clients de montrer que on peut faire des choses bien, et puis aussi de pouvoir éventuellement intéresser de jeunes architectes à pouvoir travailler avec nous dans des cas où on aurait un peu plus de travail pour recruter. Ça c'est aussi important pour nous en tant que jeune agence, dans le cadre vraiment dans l'entrepreneuriat de l'agence d'architecture. Ces photos-là pour nous sont vraiment indispensables, dans notre cas en tout cas. Effectivement, tout ça est correct, mais moi j'ai envie d'ajouter aussi un autre élément qui est très important, et il faut les voir un peu avec aussi un peu des visions sur les longs termes. C'est ce côté où la photographie est aussi une preuve d'une temporalité qui est celle du présent, qu'on a enregistré. Mais la chose qui est intéressante, c'est que ça reste aussi comme preuve. Et au final, quand on est en train de construire aussi justement l'identité d'une agence, toutes ces images restent un peu comme un archive et permettent aussi de regarder ensuite rétrospectivement ce qu'on a fait. Donc pour moi, il y a aussi un autre pouvoir de l'image qui est toujours à prendre en compte plutôt sur les longs termes, qui est ces côtés aussi d'avoir aussi une forme d'archive de son travail et de sa production, qui a une forme de cohérence et d'homogénéité certaines fois, qui est aussi intéressant. Et ça, c'est quelque chose à laquelle on n'y pense pas trop quand on se lance, mais qui est très important. Et donc, effectivement, pour vous, il y a pour l'instant cette sorte d'enjeu sur les quotidiens, sur les présents, sur les questions qui sont tangibles, l'effet de communiquer sur les présents, mais la chose qui est encore plus importante, c'est l'effet d'accumuler un archive, d'avoir cette sorte d'épaisseur qui est en train de se matérialiser d'une certaine façon. Ça, c'est encore plus riche, à mon avis, parce que ça s'est construit sur les longs termes. Voilà. Alors justement, à propos de production, je me tourne peut-être vers toi, Élise. Est-ce que tu peux nous dire comment ta pratique personnelle et la pratique de la commande s'enrichissent mutuellement ? Alors pour donner un exemple concret, par exemple, là où je travaille actuellement à Bruxelles, je suis un projet de rénovation d'école où on va rénover les cours de récréation extérieure. Et en parallèle de ça, j'ai un projet d'édition où on travaille sur une école située en Wallonie, dans le Borinage, donc dans une ancienne région minière. Et donc c'est un projet d'édition qui est mené avec d'autres photographes et d'architectes, où on fait une sorte d'investigation sur cette école qui nous sert un peu de prétexte pour parler de plein de sujets d'architecture, à la fois du bâtiment, mais aussi des usages, de la matérialité, le contexte aussi qui est assez important. Et donc dans ce cadre-là, j'ai fait un atelier avec des enfants pour leur demander quels étaient leurs endroits préférés dans l'école. Et en fait, ce travail-là, qui est du coup situé au sud dans la Wallonie, ça me sert aussi pour penser une cour de récréation qui est dans le centre de Bruxelles. Et sinon, on laisse un exemple un peu... voilà. Mais sinon, c'est des choses plus intangibles, des fois des choses qui se rejoignent, où je m'intéresse beaucoup au passage du temps, aux strates temporelles et aussi aux matérialités. Et donc, ça m'est arrivé de prendre en photo, d'aller voir des carrières. Et une fois, Antoine et Jeanne m'ont demandé de photographier une carrière dans le cadre des prémices d'un projet, parce que ça les intéressait d'utiliser ce matériau dans un projet. Donc c'est des choses qui se font en parallèle et qui à chaque fois touchent des sujets qui m'intéressent et qui se rejoignent à certains moments. Camille, est-ce que tu veux parler aussi un petit peu de ce qui t'intéresse dans la photographie d'architecture, puisque tu as une pratique variée ? Ce qui m'intéresse dans la photo d'architecture du coup, c'est vrai que moi j'ai des pratiques assez variées, donc je fais de l'architecture, mais je fais de la photo d'architecture, de la presse, du portrait et des photos des projets personnels que j'expose. Et du coup, la photo d'architecture, moi ce que j'apprécie, c'est que déjà ça vient de ma première formation, et donc j'ai tout cet intérêt
pour l'espace, pour le contexte bâti, pour l'urbain, pour le comment est-ce qu'on vit en fait. C'est ça qui m'a, au-delà de la photo-architecture, c'est moi le lien que je trouve entre l'archi et la photo, et je pense qui relie les deux pour moi, c'est cette question du vivre ensemble et comment on fait société. C'est-à-dire que quand on est architecte, on construit le cadre, les écrins qui font qu'on peut faire société et qu'on peut vivre ensemble dans des bâtiments, dans des espaces, dans des lieux. Et quand on est photographe, en général, on s'intéresse à comment on vit dans ces lieux, qu'est-ce qui fait société, il y a en commun cette curiosité de l'autre, entre l'architecture et la photographie. Et c'est vrai que moi, la photographie d'architecture, c'est des découvertes d'endroits, c'est des découvertes c'est des rencontres avec des gens qui vont sur les chantiers, qui vont construire le bâtiment, c'est des rencontres avec les architectes. C'est toute cette idée d'aller vers des endroits où on n'aurait pas forcément accès. Et c'est aussi un rapport au temps qui est très appréciable en photo d'architecture et qui est assez rare. C'est-à-dire que nous, on travaille vraiment avec la météo, avec la nature. On est obligé d'être dans une temporalité où on s'adapte aux éléments. On n'est pas dans un contrôle des choses et on n'est pas dans la réaction comme en photo de presse ou on compose, on organise nos reportages en fonction des contraintes du bâtiment, des archis ou des promoteurs etc. On les organise surtout en fonction du nuage qui va passer ou pas, de l'averse qui va avoir lieu ou pas. On travaille dans la lenteur. Souvent, on va rester des fois une demi-heure. J'espère si c'est une demi-heure, c'est très long, mais on peut rester 10 minutes à attendre que le nuage passe, par exemple, une fois qu'on a posé un cadre. Voilà, on est un peu, on compose avec des choses qui sont pas dans notre contrôle immédiat, et ça, je trouve que dans le monde dans lequel on vit, c'est assez agréable en fait. On a cette espèce de temps un peu méditatif où des fois, on va attendre vraiment que la voiture passe, que le nuage revienne, que machin, et c'est un rapport au monde qui est assez chouette. Je suis tout à fait d'accord avec Camille sur cette question des lumières et silence aussi parfois. Bon, pas tout le temps, mais c'est aussi cette approche un peu presque méditative à l'espace qui est assez intéressant. Donc, je voulais juste compléter ce que venait de dire, mais c'est juste pour dire que je les partage totalement. Merci. Mais tu peux garder le micro. Moi, je voudrais profiter de ta présence, Jaime, pour que tu nous parles un petit peu de l'enseignement, de la représentation dans les ENSA. Oui, je pense que ça aussi, c'est un sujet et c'est assez intéressant de comprendre comment l'enseignement aussi subit une forme d'évolution dans laquelle l'image, et dans son terme plus vaste, commence à avoir une certaine importance. Ça, c'est quelque chose qu'on peut considérer comme quelque chose qu'on met en pratique tous les jours à l'école. Mais pour moi, en fait, la chose qui est derrière aussi ces formes d'enseignement, ça vient toujours d'une forme des citations de Laszlo Molinari qui disait qu'en 1924, il disait l'analphabet du futur sera la personne qui ne saura pas lire les images. Et en fait, pendant cette table ronde, on a beaucoup parlé de notre relation aux réseaux sociaux, de notre relation aussi aux images, de façon plus large. Et c'est quelque chose sous laquelle on n'a pas encore, on s'attarde pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est très important. C'est cette question de se dire comment on est en train d'évoluer aussi notre rapport avec les images, pas seulement en termes des réseaux sociaux. Notre façon de subir parfois les images et notre façon aussi de pouvoir avoir un esprit critique. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, il y a d'abord une question qu'on met en place dans les formations qu'on fait en représentation à l'école, qui est plutôt cette question des productions de l'image, que ce soit l'image au sens plus large, du dessin jusqu'à la production des photographies et des vidéos. Mais il y a surtout cette question un peu de questionner qu'est-ce qu'on est en train de regarder et comment on peut essayer de pas seulement les subir. Voilà. Dans un monde dans lequel on est quand même toujours, entouré par les images. Mais au final, sont tellement présentes qu'on est presque devenu un peu aveugle. Et ça, c'est un peu un problème à lequel il faut qu'on... surtout les nouvelles générations qui ont encore moins d'éléments que nous par rapport à cette
flux d'images qui vient des réseaux sociaux, c'est à la fois un problème et à la fois un enjeu et un potentiel. Tout ça, ça devient quand même quelque chose à laquelle il faut qu'on se confronte. Donc pour moi, c'est très intéressant de participer à cette table ronde, réactualiser un enjeu qui, comme j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, a aussi une sorte de filiation historique depuis la naissance de la photographie, cette possibilité de se confronter à l'objet architectural. Mais en même temps, il faut qu'on se pose cette question de quelle est maintenant notre relation à l'image. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de porter dans les enseignements de représentation à l'école des Paris-Est. Voilà. Merci. Est-ce que vous voulez dire un petit mot de conclusion ou attendre peut-être la fin des questions, s'il y en a dans le... On lance les questions ? Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, Filippo ? Vous pouvez peut-être vous présenter et ensuite poser votre question. Bonjour, Alice Lapierre, architecte. Vous avez beaucoup parlé de la photographie du bâtiment terminé, mais comme cette table ronde parle des collaborations entre architectes et photographes, pour moi, un moment où le temps est très long et où c'est probablement le plus intéressant de collaborer, c'est le temps du chantier et de l'élaboration du projet, de la construction. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous faites ? Comment vous l'envisagez ? Si vous voulez, je peux compléter la question, parce qu'on était grosso modo alignés. Philippe Abrami, architecte et passionné des photographies, en tout cas. Merci beaucoup pour votre présentation. La question pour moi, c'était plutôt pour rebondir au titre de la conférence, c'est-à-dire on a vu des images d'architecture réalisées, donc on a presque l'impression que la relation et la collaboration entre architecte et photographe, c'est juste pour faire de la promotion à l'architecte qui a réalisé son œuvre architecturale, mais en réalité, pour moi, en tout cas en général, cette collaboration est plus intéressante si on utilise la photographie comme outil des cartographies, donc pour créer des maps et des paysages et pour découvrir quelque chose. Donc c'est plutôt en amont, c'est plutôt un processus de recherche. Et vu qu'on partage les origines italiennes, pour moi, la référence c'est toujours Stefano Boeri, Gabriele Basilico, là où un architecte, en binôme avec un photographe, il a tracé des lignes, des cross-sections sur les territoires italiens. Ils ont raconté une histoire des paysages bâtis en Italie. Ou c'était peut-être la Datar pour avoir des références françaises dans les années 80 et 90, où il y a eu une recherche des commissions publiques pour comprendre l'urbanisme, les paysages communs. Et ça, je trouve que peut-être c'est à nouveau la possibilité de créer des binômes, donc un binôme architecte-photographe pour faire des analyses et après faire des projets pour donc utiliser la photographie pour se poser des questions plutôt que pour montrer des photos à mettre sur Instagram, parce que ça c'était un peu la remarque. Il y a deux questions et en même temps elles se rejoignent. Parce que je pense que tout le monde a très, nous en tout cas les photographes, je pense qu'on est très animés par justement faire des projets sur le long terme et faire des choses qui nourrissent une réflexion plus large que justement la livraison d'un bâtiment. Et effectivement, il y a des missions de chantier, de photos de chantier qui se font assez régulièrement. Mais tout ça, je pense que le point, la problématique centrale derrière ça, c'est toujours la question des financements. C'est-à-dire que, et la volonté, du coup, des archis, il me semble, de pouvoir porter sur un temps plus long. Il me semble que l'écueil principal à ces projets, ça reste quand même la question des sous, en fait, comment financer sur un temps long un projet de recherche qui allierait recherche théorique et photographie. Nourrir un chantier, tout un projet avec plusieurs reportages. Ça se fait, mais c'est vrai que ça demande un investissement quand même de la part des archives. Ça demande et je pense que c'est principalement l'écueil auquel nous on se retrouve confrontés en tant que photographe quand on essaye de
de développer des projets qui soient un peu qui soient un peu plus atypiques que le reportage de livraison. Voilà, il y a la livraison, il y a le chantier, il y a aussi revenir sur les lieux, par exemple faire un travail sur la vie d'un bâtiment sur plusieurs années. Je sais que moi c'est quelque chose que j'ai souvent essayé de porter avec des agences et c'est pas évident à mettre en place parce qu'il y a cette question-là de faut revenir, faut organiser, faut trouver un peu des sous, et je pense qu'on a tous très envie de faire des projets sur le long terme qui soient qui aient plus de profondeur que la livraison, le moment de la livraison qui est en plus un moment frustrant qui peut être frustrant parce que justement le bâtiment ne vit pas encore et donc c'est un moment un peu figé, un peu et c'est bien plus intéressant effectivement de faire quelque chose de plus approfondi où on voit et la vie du bâtiment et on l'inscrit dans quelque chose de plus large sur une réflexion sur les territoires. Ouais. Moi, j'essaye de répondre d'abord à Alice et ensuite je vais. Alors, sur la question de chantier, d'abord, je partage aussi ce que Camille vient de dire. Il y a un aspect financier qu'on ne peut pas négliger. C'est important, il faut les dire à un moment parce que sinon c'est quelque chose. On parle juste d'une relation amicale, mais dans laquelle on est dans un contexte professionnel. La question du chantier, c'est drôle parce que tout à l'heure, on était en train de déjeuner, Camille et moi, on était assis à côté et on partageait un peu des anecdotes par rapport à tous les moments, surtout des chantiers qu'on a vécus, dans lesquels on a eu vraiment des beaux souvenirs, passer du temps dans ces espaces qui est en train de se transformer. Donc, effectivement, c'est quelque chose qui est assez fascinant de pouvoir avoir accès à ces lieux qui sont fermés, dans lesquels on ne peut pas trop rentrer, et de suivre aussi cette évolution, c'est quelque chose d'intéressant. Il s'agit aussi de comprendre comment la narration photographique rentre dans toute cette phase d'évolution. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important aussi de pouvoir prendre en compte. Voilà, ça, c'est juste pour donner une réponse. Aujourd'hui, on était en train de parler plutôt, alors c'est juste pour resituer, c'est quand même, il y a un moment où on parle de la collaboration de la simple production d'images, mais on parle aussi de la relation par rapport au projet. C'est quelque chose qui était un peu derrière cette question, un peu sous-jacente, c'est cette question un peu de la relation au projet. Et les chantiers, c'est un de ces moments-là. Et pour venir un peu au fait qu'on a beaucoup parlé plutôt de ces moments finaux, au début, j'ai cité un peu ces trois moments, un peu comme les moments des connaissances, les moments des conceptions, les moments des communications. Pour moi, les trois font partie un peu de cette relation entre image photographique, qui est dans la production, et des questions qui sont plutôt liées à la conception architecturale. Alors après, l'exemple des Basilico et Boeri, c'est plutôt lié à l'échelle territoriale. Donc je ne sais pas si c'est vraiment les bons exemples qu'on pourrait citer ici dans un cas très concret qui est plutôt la relation à une production architecturale. Donc c'est plutôt pour ça que sur une heure... Ah non, mais je suis... Oui, je suis bien d'accord avec tout ça. Mais la question, c'est qu'une heure des tables rondes, ça serait bien de pouvoir tout synthétiser, mais j'en serais pas capable. Donc c'est pour ça que j'ai un peu, on a un peu axé la table ronde sur un axe qui est aussi quelque chose d'intéressant, qui est plutôt de dire comment une jeune agence travaille en collaboration avec une photographe pour commencer aussi à établir une sorte de relation entre deux disciplines. C'est ça la chose qui devient intéressante. C'est comment, c'est plutôt un démarrage d'un travail entre deux disciplines, et c'est ça qui devient enrichissant. Aussi à la lumière de tous les enjeux qu'on a cités. La question aussi des réseaux sociaux, la question aussi qu'on agit en 2024 et pas en 1998, comme les cas des Boeri et Basilico. Donc effectivement, bien sûr, il faut toujours prendre en compte les références historiques, mais il faut aussi que ces débats s'actualisent. Et donc moi j'ai trouvé que c'était très intéressant la forme qu'on a pris, même si c'est très factuel, c'est très lié à un moment qui est peut-être un peu presque banal désormais, mais c'est important de les réactualiser. Donc pour moi c'est plutôt dans ces sens-là que je les trouve. Ah non, mais...
il y a toujours pas un besoin, mais ce dialogue entre architecte et photographe. C'est une question que je pose parce que là c'était un peu marqué dans le titre, où ça crée vraiment une recherche. Ou la réponse est non parce que ça coûte trop cher. Il n'y a pas d'intérêt du ministère de la Culture pour faire cette typologie d'émission. C'est quelque chose qui est lié en passé de la photographie en tant que photographie documentale. C'est quelque chose qui s'est évolué pour ne pas le plus faire, ou je sais pas, c'est une question. Mais en fait, du coup, c'est un peu du cas par cas, ça va dépendre finalement de quel projet, quelles agences, mais effectivement, il y a des agences, voilà, par exemple, là, actuellement, je sais pas, c'est dans les photos qui passent, il y a des photos que j'ai faites pour Toilet Jellyland qui sont montrées. Et donc, c'est une agence d'archi qui est en train de développer tout un volet de recherche théorique sur les activités qu'ils développent, notamment sur l'hospitalier. Ils ont fait récemment ces dernières années, en tout, ils ont fait trois espaces hospitaliers qui sont des centres d'accueil de jour pour enfants autistes, pour adultes autistes et pour addiction sévère, je crois. Et là, donc, ils ont embauché quelqu'un une architecte qui fait de la recherche. Et ils ont un projet de livre théorique vraiment sur qu'est-ce que c'est que le soin au XXIe siècle, qu'est-ce que c'est que construire un bâtiment d'accueil de jour pour enfants. Enfin, qu'est-ce que c'est que l'hôpital au XXIe siècle, tout ça. Et donc, ils développent ce projet de livre. Sur les images, ils ont travaillé avec Cyril Weiner et moi-même. Et donc, il y a toute une réflexion qu'on a actuellement sur comment, quelles images utiliser, refaire des images ou pas. Il y a 2 regards sur les 3 bâtiments, donc eux, ils aimeraient justement mettre en place un truc un peu complémentaire où Cyril aille sur des bâtiments que moi j'ai pas vus et l'inverse, et qu'on arrive à produire ensemble, vraiment dans une forme de collaboration du coup, et dans la production des images et dans le choix des images qui seront montrées dans le livre qui va être fait, qu'on arrive à faire quelque chose conjointement qui est vraiment de l'ordre de vraiment une réflexion théorique sur la question du soin. Ça, par exemple, c'est un exemple concret. Il y a des agences effectivement qui s'attellent à ça. Je ne sais pas exactement comment ils financent ça concrètement, parce que embaucher quelqu'un qui est dédié spécifiquement à la recherche, ça aussi, c'est une volonté assez forte. Et je pense qu'ils ont, des partenariats. Ils ont monté le projet, quoi. Donc ça se fait. C'est pas non plus la norme, mais ça se fait. Voilà, c'est un exemple concret, actuel. Mais c'est intéressant d'avoir posé ces 2 questions parce qu'en fait, c'était l'idée de base quand on a préparé la table ronde. Et c'était, comme tu disais, Jaime aussi, c'était la réponse un peu sous-jacente à la collaboration. C'était de traiter les différentes phases. C'est des photos qui sont passées rapidement, mais parce qu'avec Antoine et Jeanne, on avait justement fait des photos à différents moments du projet, soit la photo de la carrière, donc au moment de l'extraction du matériau, soit on n'a pas fait de photo. On a fait l'état existant aussi pour le projet du domaine où j'ai fait des photos du site, donc avant même que le projet soit fait. Je vous laisserai peut-être. Et tous les projets ne se prêtent pas forcément à ça. Nous, dans le cadre de la jeune agence, on a démarré avec des petits projets d'appartements. On va pas forcément montrer des process de rénovation d'appartements parce qu'il n'y avait pas forcément de choses forcément très intéressantes à montrer. Mais dans des cas comme celui-ci, on avait envie de à la fois témoigner, montrer la narration du projet et aussi utiliser ces photos pour parler avec la maîtrise d'ouvrage des choses qui nous semblaient intéressantes de traiter dans un contexte de rénovation. Et donc là, ça a été un vrai outil. Et ensuite, on a donc visité une carrière de pierre où on va du coup extraire des matériaux. Et on s'était dit que c'était important d'avoir le regard d'Élise à ce moment-là pour aussi témoigner de cette étape-là. Il y a le chantier qui va commencer à l'automne et on aura aussi envie de témoigner de tout ça. Donc c'est à la fois de la narration et un outil. Mais on essaie de marier donc la réalité économique qui est quand même réelle puisqu'on est une jeune entreprise et en même temps l'envie de nourrir une narration et voilà, on essaye de marier les deux, mais tous les projets sont pas forcément adaptés à ça. On me fait signe qu'il est temps d'interrompre cette table ronde, mais vous pourrez poser vos questions ou poursuivre l'échange de manière informelle. Merci beaucoup.